Bon. Donc bonjour à nos auditeurs et auditrices. Donc, nous sommes quelques survivants pour l'instant. On arrive vers la période de Noël. Je me suis déguisé en Père Noël d'ailleurs, tout rouge. Mais Amaury a un petit peu de rougeur aussi. Donc on va pouvoir être en équilibre. Le pantalon d'Amaury. Donc, plaisanterie mise à part, quels sont ceux et celles parmi vous qui auront pu expérimenter des stoppages sur le plan des émotions et des motivations? Oh, ce silence terrible. Si j'étais un youtubeur, auditeur, je me disais, oh là là, je change de chaîne là, personne ne parle, ils sont nuls ces gens-là. Peut-être je veux bien commencer. Vas-y. Moi j'ai expérimenté l'émotion de peur, un peu une peur que j'ai entendue chez moi comme étant assez spontanée et irrationnelle quelque part. Justement, si on parle du passage entre l'émotion et l'intellectualisation de l'émotion. Donc c'est par rapport à une situation. J'ai une peur que quelqu'un, une personne, rentre chez moi pendant que, par exemple, je dors. Je prends un exemple. Donc, je dors. Et donc, voilà, la nuit, pendant que je dors, j'ai auto-observé en moi que ce sentiment, cette émotion, surgit même pendant que je suis en sommeil. Donc on est sur une neurofonction 19, une émotion de peur qui revient, récurrente à la suite de cette... Voilà, ça c'est le premier constat, la première auto-observation qui est assez brutale. La deuxième auto-observation, c'est plutôt lié au fait que c'est une peur plus profonde que la situation on va dire actuelle, en tout cas dans le présent, c'est que vraisemblablement ça ramène des souvenirs plus profondément enfouis. Et ça tangente aussi quelque chose qui est lié à mon rapport à l'espace. C'est-à-dire que j'ai auto-observé que le fait que comment dire, un objet apparaisse dans mon espace, un objet non familier ou une personne qui apparaît dans l'espace, parce que je suis assez diffusé dans l'espace, j'ai auto-observé que ça avait une réelle influence sur mon sentiment d'abord émotionnel, qui pouvait d'ailleurs plutôt partir vers la peur, mais pas forcément que la peur, ça pourrait être de la joie de voir des fleurs, ça, c'est aussi dans l'autre sens. Mais par contre, j'ai remarqué que ça a influencé aussi mon état de pensée et les mouvements de mes pensées et la nature de mes pensées sont influencés par ce sentiment de peur. Alors ça c'est ce qui nous arrive à tous, il y a des connexions automatiques entre le domaine action, domaine réflexion, cogitation et domaine forcément émotion, motivation. Mais là, on est sur les stoppages. Est-ce que tu as pu stopper? Ah oui. Oui, parce que ça me permet d'identifier à la fois l'émotion racine, c'est-à-dire l'émotion de peur, qui est une peur immédiate, on va dire, qui est liée par exemple à quelqu'un qui fourgonne dans ma serrure, qui m'amène à sursauter, donc une émotion spontanée. Mais il y en a une deuxième derrière qui est plus atavique, on dit ça, plus ancrée corporellement. Oui. Et là, c'est vrai que ça, je sais où ça se situe corporellement. Voilà. Et donc après, donc le stoppage, c'est comme j'ai auto-observé cette situation plusieurs fois. Je la stoppe et ça permet comment dire ça, de ralentir le mouvement automatique d'angoisse qui peut surgir. Donc angoisse, j'ai l'impression que c'est plus affectif et intellectuel. Après, il y a une partie corporelle qui est liée, je sais pas, par exemple, le ventre qui se contracte.
mais le fait d'y réfléchir, d'y réfléchir plus profondément à cette angoisse profonde me permet le coup d'après de pas Donc c'est un stoppage par réflexion. un stoppage par réflexion, et ça permet aussi de me sentir plus présent et me rendre compte, alors par rebond, que souvent je peux être guidé par des peurs. Par exemple, la peur que quelque chose ne se réalise pas, ce qui peut m'empêcher de raisonner objectivement, par exemple. Donc ça a des effets. D'abord, il y a le fait que comme la situation se répète, je finis par identifier la séquence, donc forcément, j'en suis un peu plus maître. Et après, il y a un deuxième effet qui est que, là, c'est pour la motivation. La motivation, c'est que intellectuellement, là, pour l'aspect intellectuel, je constate que des fois, ou en tout cas une partie du temps, j'ai des motivations qui sont sur la base de quelque chose à éviter, plus que sur la base de quelque chose à construire ou à viser. Ah oui. Et donc, oui, voilà, ça me questionne. Et c'est en rapport aussi avec mon état corporel. C'est-à-dire que, Dans fonction 15. et avec le système respiratoire aussi, parce que, effectivement, note à chaque fois il faut que je fasse un tableau. Puisque le faire, Oui, Je l'écris. Neurofonction 15, neurofonction 16. Je l'écris. Les lieux. Alors, pour nos auditeurs qui attrapent, qui capturent les émotions en mouvement, Oui. les neurofonctions 19, Ouais. l'émotion récurrente. Alors, pour nos auditeurs qui capturent l'information en se disant sommes-nous devant un grave paranoïaque qui se dit on va rentrer chez moi, non, il faut préciser que Stéphane, ici présent, a eu la volonté d'accueillir quelqu'un chez lui pendant plusieurs mois, et ce quelqu'un est du style à partir en bien rendre la clé, et peut donc rentrer à tout moment, ce qui évidemment peut causer des frayeurs. En plus, ce que tu disais était sur deux niveaux qui sont importants, parce que quand même abusé, mais quand même, c'est pouvoir stopper la. Alors, tu as parlé d'émotions et de sentiments à un moment donné. Et il est vrai qu'il y a deux processus dans ce que tu as dit qui sont assez interpellants, parce que tu peux stopper, alors ça c'est à considérer pour nous tous, nous pouvons stopper un processus émotionnel justement redondant parce qu'il est redondant, c'est ce que tu disais, mais quand on s'aperçoit que c'est plus que processus émotionnel, ça peut ramener à des frustrations, des chocs du passé, et donc ça crée un ancrage. Et là, c'est donc beaucoup plus enraciné, presque intellectuellement. C'est devenu. Justement, c'est une bonne question. Est-ce que c'est ancré corporellement ou intellectuellement? Je pose toujours la question. Moi, j'aimerais les deux. Mais oui. C'est-à-dire que corporellement, bah déjà, quand tu parlais de séquences, ça m'a amené à penser à des séquences nucléotidiques à l'intérieur de l'ADN. On pense aux nucléotides, mais on s'aperçoit que même dans des connexions neuronales, les connexions qui s'appellent la loi de Hebb, en biologie, tout le temps réitère le même type de peur, dans les mêmes types de circonstances, et tu parlais du lieu, et bien forcément, au bout d'un moment, la mécanique est tellement rodée, donc c'est inscrit presque dans la matière. Mes yeux voient que je suis dans un tel lieu, mon corps sent la pression de l'air, sent ma propre pression. Enfin, tout corporellement me dit, là, il y a reconnaissance d'un risque de la peur qui revient. Donc, il y a une alarme corporelle. Alarme corporelle. Et puis derrière, évidemment, comme tu as réfléchi à la question, au bout d'un moment, réflexion, ça devient en même temps une sorte d'alarme intellectuelle où si j'ai ça, c'est donc que j'ai à nouveau cette peur interne, et peur qui est peut-être plus de nature du sentiment que de l'émotion. C'est vraiment, tout moi-même a été dans des peurs au fil des années de ma vie, et ça peut se réveiller là. Donc, oui, il y a tout ce mécanisme-là. Et on en reparlera pour trouver des moyens pour
stopper. Alors, quoi, ton moyen de stoppage, c'était principalement. J'en parle avec moi-même. Déjà, la première étape, c'est de s'en rendre compte. Donc, s'en rendre compte, pour moi, ça passe par un ressenti corporel à l'estomac, qui marque qui stigmatise l'importance j'allais dire, du sentiment ressenti. Parce qu'il y a d'autres situations, c'est une peur très fugace. Là, c'est quelque chose de plus ancré, comme tu as dit. De plus ancré parce que la situation perdure depuis assez longtemps. Ouais. Et donc, ça a tendance à gratter plus. Et je dirais que comme tu es dans une situation qui est une situation bancale, je ne trouve pas pour l'instant le bon mot, et donc que tu es dans cette position émotionnelle sur le qui-vive, émotionnel. Donc, là, il y a un rappel de toi dans le qui-vive, et un rappel émotionnel. Donc à chaque fois, le stoppage est là, il est dans ce rappel. Je lis les mots que ton cerveau a donnés. Le qui-vive. Je risque de mourir autrement avec la personne en question. Donc, non, il est dans le qui-vive. Le qui-vive. Alors, une réflexion intéressante, c'est je prends sur moi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Et donc, je prends sur moi, c'est effectivement, au premier sens du terme, c'est par exemple, j'ai mal aux épaules, enfin, ou j'ai un peu mal au cou. Donc, je comprends comment dire, les somatisations qui peuvent survenir 1, 2 jours après. J'ai une idée d'où elles viennent et où elles vont, et comment ça s'implémente dans mon corps, parce qu'il y a 2 aspects. Il y a un aspect sur le moment, et puis il y a un aspect aussi plus dans le temps. Alors, surtout, parle-nous, parce que c'est ce qui nous intéresse, du mode de stoppage, de la façon de stopper, l'expérience de stoppage. Alors, l'expérience de stoppage, c'est la réflexion, c'est-à-dire que c'est ce que je disais, c'est-à-dire la répétition de ma réaction automatique, de mon stress, m'amène par exemple, à respirer, à me rassurer intellectuellement en disant que ça ne va pas durer, c'est une situation qui, de toute façon, comme toutes les situations, va changer. Donc ça, c'est les stratagèmes, on va dire, intellectualo-cogitationnels. Et après, par exemple, samedi dernier, je suis allé me faire masser. Et voilà, enfin, ça c'est plutôt pour l'aspect corporel. Ça, c'est des stratégies. Il ne faut pas trop prendre sur toi avec les épaules écrasées. Alors, qui d'autre aurait à... Ah, Laurent. Laurent. Je rejoins complètement les pensées de Stéphane vis-à-vis des freins. Pour moi, la peur est un frein qui fait qu'on ne peut pas peut-être faire des choses qui, pour d'autres, sont parfaitement simples, comme faire peut-être conduire une voiture, parce que j'imagine les pires scénarios. Peut-être le moulin à l'intérieur, et il va très rapidement penser à tout ce qui pourrait se passer. Je pense en anglais, on appelle ça overkill. Il y avait même une chanson avec ce titre qui parlait juste des pensées qui parasitent, qui fait qu'on ne peut pas peut-être même dormir la nuit, juste réfléchir à des situations qu'on sait probablement sont pas très difficiles et peuvent être résolues de façon facile, mais quand même ça continue à mouliner. Alors, et ça, c'est des peurs, ça, c'est des pensées parasites. Souvent, par exemple, j'ai peur
rater des rendez-vous, parce que dans le passé, j'ai raté des rendez-vous. Et tout ça, bah, c'est des choses qui moulinent, et je dirais que c'est des pensées parasites, des peurs qui nous freinent dans nos prises de décision. Et alors, Laurent, même question pour toi, comment as-tu pu stopper et quel moment justement? Alors, ça va être au moment quand je réfléchis à faire quelque chose. Ça peut être peut-être pas un grand défi, comme j'ai dit, conduire une voiture, aller quelque part, prendre une décision pour peut-être suivre un parcours en particulier. Et voilà, les pensées parasites, ils viennent à ce moment-là. Et tu arrives à les stopper? Non, bah non. Non, tu arrives pas. Ah, Non, c'est des peurs. Et aussi, c'est mon cerveau qui mouline. Je pense l'expression anglaise going into overkill, c'est exactement ça. Est-ce que tu as, parce que c'est un peu l'objet du... Est-ce que tu as une réflexion quant à ces peurs? Est-ce que tu réfléchis au pourquoi du comment, pour les atténuer, pour en sortir? Après, il faudrait peut-être chercher la source. Et peut-être la source est dans une passé lointaine. Alors, effectivement, c'est à creuser. Alors, il est vrai qu'il y a deux méthodes, on pourrait dire. Par exemple, si on reste dans le domaine de la psychologie, mais j'en parle très peu parce que ce qui m'intéresse, c'est la connectique, évidemment. Il y a eu des approches, on analyse le passé, type psychoanalyse ou psychanalyse, et des approches qui, au contraire, vont essayer d'anticiper l'avenir, l'hypnose ericksonienne ou la programmation neurolinguistique Barner et Wendler, par exemple. Mais le problème, c'est quand l'individu est toujours entre le passé, pour chercher il y a longtemps, le futur pour anticiper les étapes suivantes. Voilà, il cherche, il n'est pas dans le présent. Et nous, en tant que neurocognéticiens, ce qui nous intéresse, c'est d'observer la mécanique qui a lieu tout de suite. C'est-à-dire que si quelqu'un me crée une peur, évidemment, je vais passer, tout comme vous deux, par des réflexions pour essayer de calmer la peur, donc tout simplement en passant à l'échelle au-dessus, à l'étape au-dessus, c'est-à-dire l'échelle au-dessus, c'est-à-dire j'ai peur parce que je suis dans tel lieu, parce que je suis avec telle personne, parce qu'il y a telle situation, parce que quand j'ai à peu près compris les 4, 5, 6 paramètres qui accompagnent cette peur, il y en a plutôt que d'aller chercher dans le passé ou d'essayer d'anticiper l'avenir, qui pourrait me sortir de la peur, je vais simplement me dire, au-delà, je connecte cette peur à ce qui est au-dessus, donc là sur le plan intellectuel, voire je connecte cette peur aussi, on va y venir bientôt, dans quelques mois, à ce qui est corporel. Et je me rends compte que je suis là, je respire. Donc, et peut-être qu'en ayant conscience corporellement, et donc, disais-je avant, intellectuo-conceptuellement de moi, eh bien cette peur, elle va se dissoudre, elle n'a plus de raison d'être. J'ai peur de quelqu'un qui va être terrible, mais ce quelqu'un, peut-être pouvoir l'intercepter. Je vais peut-être avoir, je reprends l'exemple de Stéphane, un réveil. Alors, je donnerai d'ailleurs des exemples personnels que j'ai testés il y a beaucoup d'années, mais on est toujours dans le cadre d'expérimentation de maintenant, pour nous tous, ici, c'est pouvoir se dire, je programme mon cerveau tranquillement à pouvoir se réveiller en pleine nuit, à tel moment, s'il y a ceci ou cela. J'ai eu dormi à un moment donné à une maison avec un rez-de-chaussée qui donnait sur une rue, et je jouais à la fenêtre, avant de dormir. Et une fois, une tendre amie qui était à côté de moi me dit « Mais n'as-tu pas peur ?» Les gens passent dans la rue. Moi-même, je me suis dit « Non, je sais, parce que je décide que ce sera ainsi. S'il y a un problème, je me réveillerai automatiquement. » Évidemment, on va avoir des entraînements type militaire où on se retrouve. Oui, bah, c'est vrai que si on n'a pas d'entraînement du tout, on peut s'inquiéter. Mais si on a déjà été obligé de se réveiller brusquement, en étant très réveillé tout de suite, mais à ce moment-là, évidemment, la peur en question, elle est vraiment dissoute.
D'autre part, dans le système de stoppage, je disais, j'ai vécu des expériences assez impressionnantes où l'on est, par exemple, amené à avoir un réveil le lendemain nécessaire pour une action donnée. Mais le réveil, la machine ne fonctionne plus. On n'a pas d'autre système pour se réveiller. Donc on va se dire, avec la peur, ah là là, eh bien il faut que je me réveille à telle heure. Et là aussi, si on a un certain entraînement, on se réveille à telle heure. Exactement, et même peut-être 5 minutes avant. On ne dort pas. On dort pas. Ah oui, alors alors, tu as raison, pensons Il faut penser à ça aussi. au côté obscur de la force, comme tu disais, oui, bien sûr. Mais si on s'entraîne beaucoup à se dire, c'est très impressionnant ce que je vais vous dire là, parce que là, on rentre dans le cœur du cœur de connexion neuronale entre donc ce qui est motivationnel et ce qui est donc corporel, et de ce qui est aussi conceptuel, pour arriver dans un moment présent où on est tellement en confiance, c'est très particulier, entre soi et ce qui nous environne, qu'on se dit, j'ai plus de peur, ça va être comme je le demande. Et ça devient. Et plus on s'entraîne, plus ça devient, et plus on sait donc stopper ce genre de peur, de frayeur dont on vient de parler. On va lire aussi sur d'autres émotions un petit peu plus tard, mais voilà ce que je voulais ajouter. Mais je laisse quand même la parole évidemment à Carole et à Amaury. Alors, qui prend la parole? Moi, je viens de prendre la parole. Juste pour rebondir, Danfield, sur ce que tu disais par rapport à la peur, cela m'a amené à penser à quelque chose que je vivais régulièrement quand mes enfants étaient bébés, et qu'en fait, j'étais capable de me réveiller, même des fois, juste avant qu'ils ne pleurent, alors après on peut parler d'instinct, mais il y avait aussi cette notion de peur de ne pas les entendre, ou de peur qu'il leur arrive quelque chose, et ça me réveillait brutalement, et j'étais capable de sauter du lit pour aller les voir. Donc effectivement, la peur peut aussi la peur peut procurer une forme d'énergie positive. Donc, c'est aussi le principe de la peur. Moi, par rapport à l'exercice que l'on devait mener, j'ai j'ai eu une observation tout à fait inopinée par un stoppage externe. Donc, c'était une voiture qui klaxonnait et qui m'a donné à observer, à prendre conscience de la posture dans laquelle je me trouvais au moment où j'étais au volant. Donc, à ce moment-là, j'étais dans une forme de... Carole, juste une question précise, de précision. Est-ce que tu évoques une posture corporelle, une posture émotionnelle? Conceptuelle, une posture émotionnelle? Émotionnelle, oui. C'était une forme de colère. Alors, c'est peut-être un peu fort comme de dire que c'est une forme de colère, mais c'est plutôt des sentiments dérivés de la colère, mais cela m'a surpris aussi de ce que je ressentais à ce moment-là, parce qu'il n'y avait j'avais le sentiment qu'il n'y avait aucun autre ou aucun comment dire, que le contexte n'était pas du tout propice à de la colère, puisque j'étais dans un moment plutôt de concentration, et il n'y avait pas, j'étais pas dans les embouteillages, j'étais pas en train de râler contre les autres conducteurs. Donc
j'ai voulu retenter, enfin, ça m'a permis de pouvoir retenter l'expérience. Et là, j'ai stoppé de façon donc c'était des stoppages internes, ce n'était plus des stoppages. Le stoppage externe m'a permis de prendre conscience de l'émotion que je ressentais, et ensuite j'ai fait intervenir à différents moments, pas forcément toujours au cours de ce passage, mais à d'autres moments quand je prenais la voiture et je faisais, je mettais en place des stoppages réguliers qui m'ont permis de petit à petit de réguler cette émotion et de relâcher aussi cette émotion. Il y a aussi une prise de conscience de l'absurdité de cette posture émotionnelle ou de cette incongruité à ce moment-là. Et au fur et à mesure, les stoppages m'ont vraiment permis de... Je ne sais pas si on peut parler de mouvement émotionnel, pour en tout cas entreprendre un relâchement émotionnel et arriver sur une autre émotion plutôt liée à alors une émotion liée à la concentration. Je ne sais pas exactement quelle émotion était. J'ai pas réussi à mettre un terme dessus, un terme précis, mais c'était en tout cas sortir de cette posture dans laquelle ou que j'habitais, j'ai envie de dire, dès que je montais dans mon véhicule. Tu as atténué ces émotions. Tu les as capturées et atténuées. Oui, grâce au stoppage, mais je ne m'étais jamais rendu compte de cette émotion récurrente qui m'habitait à chaque fois que je me mettais derrière mon volant. Et je n'ai pas la identifiée de cause principale, peut-être simplement parce que comme beaucoup, on râle quand on est au volant, mais je trouvais étrange que ce soit une émotion aussi forte de colère. Ça aurait pu être de l'impatience, ça aurait pu être oui, enfin c'est souvent de l'impatience plutôt, mais là j'ai été aussi étonnée, très étonnée par ce qui m'habitait. Intéressant en même temps parce qu'il y a c'est que tu es exacerbé et en même temps étonné, c'est qu'il y a plusieurs émotions qui te traversent à partir de cette colère. Et c'est intéressant aussi de considérer que la colère en elle-même est comme une résultante probablement de beaucoup de petites colères dans la vie. Et c'est au moment où tu es dans ce véhicule que ça explose. C'est ça qui est assez intéressant aussi. Est-ce que c'est pas parce que le véhicule en lui-même porte une sorte de territorialité fermée? Je me suis toujours fait cette réflexion. J'ai toujours eu cette réflexion du fait que la voiture, c'est un objet qui, par rapport aux autres, comme c'est un peu un morceau de territoire qui se déplace, ça nous met dans un processus automatique de défense de territoire. Et donc, comme c'est un objet, on va dire, égotique, ben, ça sollicite cette émotion particulière, en particulier dans des environnements où les voitures sont multipliées dans un espace restreint. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, en province. La réaction des personnes n'est pas du tout ils n'ont pas la même pression, la même gamme d'émotions. Ouais. Ils développent à la limite de la compassion, ils laissent traverser ouais, c'est ça. Alors qu'à Paris, oui, voilà, j'ai l'impression que c'est un peu des monstres au volant. Alors, Carole, moi le premier, à Marseille, mais moi le premier, voilà. Oui, et puis ce que ça va donner à penser, ce que
tout ce que tu nous as expliqué, Carole, c'est que ça a été pour toi comme une... tu t'es demandé d'où ça pouvait venir. Donc, parce que habituellement, il y a cet automate qui n'est pas là. L'automate, il ne sait pas ce qu'il se passe, il n'en prend pas conscience, il n'y a pas de présence. Et là avec ce stoppage, ben, il y a eu cette présence et tu te dis, mais est-ce que c'est moi là? C'est qui est là pour... Est-ce que c'est vraiment moi qui s'émeut comme ça, pour si peu et avec autant d'intensité? Oui, Ça a été un exercice salvateur. exact. Parce que ça a permis aussi de... Stéphane il faisait référence tout à l'heure, les émotions prennent forme évidemment dans le corps et petit à petit, comme je le disais, je relâchais cette émotion, je lâchais carrément, je lâchais prise sur cette émotion et je ressentais aussi une forme de décontraction musculaire. Exact. Alors, Amaury, as-tu un ajout ou n'as-tu pas pu peut-être expérimenter? Alors, je pensais avoir le temps d'expérimenter, mais les vacances ont été plus fatigantes que reposantes, dû à un voyage avec 8 heures de décalage horaire. Il y a une auto-observation récente de l'absence de temps de travail pour les exercices en préparation des TD. Et en fait, j'ai auto-observé une espèce de prison émotionnelle. Donc, je suis dans un rôle émotionnel. En termes de stoppage, j'ai une mécanique assez... c'est assez mécanique, mes stoppages. J'ai tendance à effectuer des stoppages selon une position géographique, par exemple dans mon déplacement vers le travail. Je sors du parking, j'ai 3 minutes de marche. Pendant ces 3 minutes, j'implémente des stoppages. Donc, c'est un peu un réflexe, on va dire, des implémentations visuelles qui, quand je me trouve dans le lieu dit, j'ai créé une forme d'automatisme de stoppage. Ou alors, par exemple, quand je suis sur mon canapé et que j'allume la télévision, à ce moment-là, je vais implémenter un stoppage. Donc, il y a quelques points dans le temps ou des points d'ancrage, je dirais, qui m'aident à créer des stoppages sans que je m'exprime difficilement. J'ai programmé des points d'ancrage pour faciliter les stoppages. Et plus ça va dans le temps, plus j'implémente de plus nombreux stoppages. Mais ce que j'ai auto-observé, en fait, c'est très, très prépondérant, une posture émotionnelle qui, quand je suis physiquement, par exemple, je me trouve dans un espace physique au bureau, créer un rôle émotionnel immédiat, c'est-à-dire selon où je me trouve dans le lieu de travail, à côté, par exemple, de mon grand boss, j'ai une posture émotionnelle qui automatiquement se crée. J'ai une tension émotionnelle c'est comme si la machine se réglait automatiquement pour s'adapter à son point d'ancrage géographique par rapport à qui elle est, à côté de qui elle est. Donc le rôle émotionnel, la posture émotionnelle et la tension. La tension, c'est vraiment la neurofonction prépondérante pour moi, la neurofonction 15. À chaque fois que j'ai effectué un stoppage, immédiatement, c'est la tension qui explose en termes de captation et qui cache complètement le reste. Et cette tension, en fait, est tellement prépondérante que c'est presque une auto-observation continue. C'est-à-dire que là, pendant toute la conversation qu'on a eue, pendant 40 minutes, j'avais comme un agent parallèle qui continuellement auto-observait tension émotionnelle. Alors, pas forcément impossible à gérer, mais
un niveau, on va dire de 1 à 10, je suis à 3 ou 4 en permanence. Et ça, en fait, c'est... pour moi, je parle de prison émotionnelle, c'est parce que je n'ai pas encore réussi à contrôler ça et à réduire et à calmer la tension émotionnelle, si ça a du sens. Une autre auto-observation, alors toujours dans le contexte du travail, qui malheureusement crée beaucoup de réactions émotionnelles. Par contre, de façon plus positive, c'est que, et j'en avais parlé peut-être précédemment, là où il y aurait eu une réponse de colère, par exemple, une réponse viscérale, on va dire, incontrôlable, j'avais précédemment réalisé autour de stoppage que au moment où la colère émerge, je peux rien, je ne peux pas réagir, je ne peux pas influencer le résultat. Et j'avais commencé à prendre des décisions. Si je ne peux pas influencer le résultat, ben, peut-être que ça ne sert à rien d'être en colère, ou peut-être que la colère n'aidera pas plus que ça. Et donc j'ai continué dans cette direction-là. Et encore une fois, j'ai non seulement auto-observé, mais j'ai aussi observé les gens avec qui je travaille pour justement les conseiller. Au moment où j'ai capté moi-même ma réponse émotionnelle dans un contexte donné, par exemple une conversation difficile ou on va dire peut-être alors je sais pas si on va dire la neurofonction 8, la tension d'un groupe émerge, qui crée une tension émotionnelle sur des gens qui sont un peu plus, je qualifierais de juniors, excusez l'anglais, mais dans mon travail, où je ressens la même réponse, on va dire, colérique ou émotionnelle. Je stoppe, je reste calme et je les stoppe pour leur expliquer, soit pour en gros distraire un peu et les ramener à un niveau plus calme, ou alors leur expliquer c'est normal d'avoir une réponse émotionnelle, et après de leur expliquer quand tu as une réponse de ce type, tu dois t'attendre à cette réponse, et donc tu traites cette réponse immédiatement en essayant de la calmer. Donc c'est un peu les 2 points d'ancrage sur ces 3 dernières semaines. J'espère que ça a du sens. Ça, on a, oui. Tout ce qui est interpellant, tu n'as pas cité, mais parce que tu avais évoqué les fonctions de rôle, de posture émotionnelle, répétitif, et évidemment de tension, mais il y a aussi la neurofonction 16, la neurofonction justement d'espace émotionnel, qui est liée à l'espace corporel ou extracorporel, est liée à l'espace intellectuel-conceptuel. Et ce que vous avez dit tous, là, pour l'instant, ce soir, nous ramener à des neurones de lieu, à des neurones de grille même, c'est-à-dire comment dans notre cerveau il va y avoir la décision de s'orienter vers ici ou vers là, comme un terrain de laboratoire. Et dans les grands singes que nous sommes, dans lesquels nous habitons, eh bien, il y a des moments où, en effet, parce que je me rends vers ma voiture, je me rends vers mon lieu professionnel, je me rends vers... Et c'est à ce moment-là que une structure neurale s'installe pour être dans le rôle, et finalement dans le rôle émotionnel. Et c'est là que la tension peut monter, oh là là, ça me crispe, ça me prend l'estomac. Voilà. C'est intéressant parce que vous aviez tous à peu près cette même prise de conscience, et il faudra évidemment qu'on travaille par rapport aux prochaines collaboratives sur cette notion extrêmement cruciale, finalement fondamentale de ces mécanismes, je disais, de cellules de lieu, de cellules de grille, qui sont à l'origine même du déclenchement émotionnel. Et même, je reprends d'ailleurs le travail de recherche de Serge sur la désidentification, c'est on a compris qu'on s'identifie parce qu'il y a l'entrée vers le lieu qui représente cela. Tu as très bien décrit, Stéphane, la voiture, elle est un territoire. Dès qu'on va vers le territoire professionnel ou autre, territoire familial, dès qu'on va vers un territoire donné, ça y est, ça s'enclenche dans la mécanique. Et c'est là qu'on peut stopper. Alors, avant que ce soit complètement enclenché, stopper la mécanique émotionnelle qui est en train de s'enclencher, disais-je. Et là, à
ça y est, on est libéré. On peut la stopper au début, on peut la stopper au milieu, on peut l'atténuer. Tout à fait. Et puis en plus, aussi, ce qui a été dit, ce que disait Amaury, il y avait cette notion, mais qui a été dite par les uns les autres de diverses manières, c'est que on accentue la prise de conscience d'une part, et derrière, on va y venir pour le cours d'aujourd'hui, et d'autre part, donc derrière le stoppage. Donc on auto-observe, puis après on peut stopper. Pourquoi? Parce que précisément, on va revenir et revenir et revenir. Donc, au bout d'un moment, notre cerveau sait comment, ce que tu disais, donc de plus en plus précisément stopper à tel ou tel moment, puis même dans une série d'informations, je dirais, d'étapes, au lieu d'attendre la dernière étape, pouvoir un peu avant, jusqu'au moment où c'est au tout début, on arrête le processus. Donc on peut changer la neuroprogrammation, on est tout à fait dans l'objectif de la neuroconnectique. Oui, on s'est neuroprogrammé décisionnellement. Il y a une décision de prise de neuroprogrammation, de stoppage. Un nouveau programme neuronal va venir s'installer. Alors, à moins que vous ayez à ajouter, sinon, commençons le cours pratique numéro 23, donc un travail dirigé qui va avoir pour thématique, donc je mentionnais à l'instant, auto-observation, mémorisation, on est sur la mémoire à très court terme, on attrape ce qui vient d'arriver, ce qui est là tout de suite, mais c'est en même temps, c'est pas simplement une mémoire immédiate, c'est une mémoire immédiate de travail. C'est particulier, comme la mémoire à court terme, mais sur l'instant, exactement. C'est particulier, et ça, j'aurai donc un article dans le prochain livre collaboratif assez étoffé. J'avais un petit peu mentionné ça sur le livre précédent, mais là, il faut absolument développer pour que la science, la neuroscience avance. Et donc, auto-observation, mémorisation, et après, répétition, pouvoir répéter une émotion, une motivation qui nous ont traversé. Et alors, ça peut être intéressant quand on est dans la colère, par exemple, parce que ça se met en colère en nous, mais recommencer la colère. Mais je t'invite, Serge, donc, à nous lire quelques passages du livre qu'on présente à chaque fois, donc Neuroconnectique enseignement, ici. Et elle est destinée aux étudiants de premier cycle et aux chargés de TD. Voilà. Et donc, chargés de TD les autres. Chargés de TD et d'aider les autres, oui, absolument. Alors, le cours de neuroconnectique nous enseigne que, d'emblée, nous ne pouvons pas contrôler nos émotions, car l'émotion est beaucoup plus rapide et donc insaisissable depuis nos réentrances thalamo-corticales que la réflexion ou que la sensation, et la capturer dans l'espoir, au stade 3 de veille, de pouvoir la modifier, nécessite des années d'entraînement. Tandis que par contre, nous pouvons aisément habiter l'expression de ces émotions, les nôtres, ce qui signifie habiter la neurofonction numéro 15, depuis notre attention portée à la neurofonction numéro 20. Au niveau du TD, j'ai auto-observé une expression en entrée de mon neurosystème émotivationnel, produisant en sortie une sudation. Mes mains, en termes d'expression, d'une émotion m'étant inaccessible, sont devenues moites. Et nous avons appris que dès l'exploration de la neurofonction numéro 27, qui marque le début du cours pratique de 5e année, les étudiants en neuroconnectique apprennent à habiter notamment leur système hypothalamo-hypophysaire au niveau de la répartition humidité-sécheresse dans leurs organismes biologiques, jusqu'à pouvoir ne plus être automatiquement esclaves d'une expression des émotions du type main moite. Ça, c'est particulier. Alors, ensuite, d'autres étudiants qui avaient pu nous raconter ça en 2016 pour le livre, ce livre. J'ai capturé un malaise, mal-être, et l'ai mémorisé puis répété. Et j'ai pu noter la solution de compromis qui apparaît alors. Un processus
émotionnel qui va chercher un processus intellectuel afin de se stabiliser suffisamment longtemps, en centièmes de seconde, pour cartographier, photographier l'état et le reproduire. Dans l'objectif de capturer, mémoriser et répéter une colère, je me suis, selon le cours pratique, entraîné au blocage de ma respiration. Au cours de l'expérience, il fut donné à mes neurones intellectuels de comprendre, quand ils se sont activés afin d'y penser, que l'expérience auto-observation, mémorisation, répétition, depuis mes réseaux neuronaux émotionnels, permet de recruter plus largement ces neurones intellectuels, ce qui permet une réflexion plus large, laquelle produit rétroactivement une émotion-motivation plus vaste. Toujours en étudiant la pratique de la neurofonction numéro 16, dans ma biopsychomachine, j'ai constaté que l'absence de réponse à un message, dans le style short message égale SMS, provoquait une angoisse en moi, en les neurones émotionnels concernés par cela dans mon cerveau. J'ai pu mémoriser, puis répéter cette angoisse spécifique en recourant à une astuce proposée par le chargé de TD. Prendre une distance, là encore de nature intellectuelle, avec l'émotion, en réalisant qu'autrefois, au début du XXe siècle, beaucoup avant l'époque de l'instantané, quand une lettre prenait jusqu'à 3 mois pour parvenir à son destinataire, celui-ci apprenait, par nécessité, à dresser son cheval, c'est-à-dire à calmer et supprimer ce genre d'émotion, qualifiable d'émotion hystériforme d'immédiateté. C'est vraiment un bel exemple. Hein. Alors, est-ce que tout cela vous parle pour que l'on puisse rentrer en expérience et nous stopper avec cette compétence particulière, cette triple habileté intellectuelle? Donc, auto-observer une émotion, là, est-ce qu'on est triste, est-ce qu'on est joyeux, quelle émotion nous traverse, ou même émotion secondaire plus complexe. Derrière, pouvoir donc, quand on la vit, même si elle est extrêmement brève, la capturer, la mémoriser, et puis ensuite reproduire en soi cette émotion. Mais là, chez vous, dans ce silence, comme chez moi d'ailleurs, comme chez Danfil, comme chez Stéphane, chez vous, dans ce silence, il y a déjà des émotions. Parce que qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui se passe? Déjà tout un tas d'émotions qui sont déjà présentes. Même sans parole. Il n'y a pas forcément d'émotion. C'est-à-dire si, parce que, par exemple, quand tu dis qu'il n'y a pas d'émotion, il y en a une. La machine ne s'arrête pas comme ça. Ce que j'étais en train de me demander, c'est si mon émotion, elle était, comment dire, si elle était verbale ou non verbale, et si j'étais à un point de relaxation où j'ai pas forcément d'émotions. En tout cas, je les ressens pas parce qu'elles sont pas assez importantes, assez exacerbées ou intenses. Parce que ce n'est pas une émotion c'est pas les 6 premières émotions. On n'est pas dans les émotions. On n'est pas dans les émotions primaires, mais tu vas être dans des émotions secondaires, atténuées. Et même s'il y a un calme, il y a un contentement. Donc émotionnellement, il se sent bien. Le sentiment de calme, le sentiment de qualité, le sentiment d'apaisement. Voilà. Exactement. Donc il y a toujours une ou plusieurs émotions qui sont là. Voire un sentiment. Donc, tout à l'heure, je parlais de qui vivent dans sa vie, finalement. Qui vivent, s'émouvra. S'émeuvra. Alors, là, par exemple, je me livre.
il y a dans moi, ce soir, j'essaie de comprendre pourquoi depuis un petit moment, mais tel ou tel parmi vous ont pu exprimer des inquiétudes, des angoisses, des frayeurs, des colères. Bon, alors, la colère, déjà, c'est plus actif. Alors que quand on est à la frayeur ou à la peur, c'est plus passif. On subit l'émotion. Alors que la colère, c'est une émotion qui est tellement arrivée au bout du bout que là, il y a des mouvements aussi. Ça part il y en a certaines qui partent plus du fondement, certaines qui partent plus du cœur, certaines qui sont plus localisées, par exemple, à la gorge, qui amènent d'ailleurs des situations de ne pas pouvoir s'exprimer. Parlons peut-être pas trop des localisations corporelles ni même intellectuelles, mais soyons vraiment dans les émotions. Là, si j'observe dans moi-même, je me suis rendu compte que j'avais une sorte d'émotion de joie, en me disant, mais est-ce que ça va bien se passer, cette soirée, est-ce que tout sera bien transmis, parce que, évidemment, pour quiconque réalise des vidéos sur YouTube pour présenter tout un travail de recherche, 20 ans de travail, c'est pas oui, on m'amuse, non, c'est terrible, donc il y a une pression. En même temps, tous les participants présents ont-ils la même pression? Oui, bon, on ne sait pas. Et il y a des moments où on s'aperçoit que, comme une sorte de résumé de tout cela, corporellement, on oublie, intellectuellement, on oublie, mais émotionnellement, on s'aperçoit qu'il y a telle résultante, ce que je disais un petit peu avant pour Carole vis-à-vis de l'automobile et de la colère. Je disais, c'est peut-être une colère qui est résultante de multiples colères amoncelées avant. Et là, dans moi, il y a une émotion que je peux observer, donc, de joie. Oui. Mais si j'entre en expérience, je me dis, cette joie, ça y est, d'accord, je l'auto-observe depuis tout à l'heure, on vient de l'auto-observer maintenant, je vais essayer donc de la mémoriser. Mémoriser cette nature de joie, parce qu'il y a peut-être une douzaine, une treizaine de natures de joie différentes, mais cette nature de joie, comme je l'ai un petit peu exprimé juste à l'instant, une joie qui vient d'une ambiance par rapport à ce qui aurait pu ne pas être, ce qui semble être, les enjeux, il y a pas mal de paramètres. Déjà, ça change. Les enjeux. Ce que j'ai dit un petit peu avant. Oui, c'est déjà en train de changer chez nous parce que tu nous envoies ça. Moi, j'étais dans le même processus que toi, la joie, la transmission. On accompagne, on apporte un ajout, un supplément d'information. Et là, tu nous ramènes vers, finalement, ah oui, c'est vrai, on est devant une caméra, il y a une discipline, elle est là depuis, on y travaille depuis 20 ans, moi aussi. Donc, donc la joie, elle est un peu calmée, hein, on se reprend un peu, aïe, 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 voilà, je te laisse. Alors justement, c'est le moment de se dire, alors, je ne suis pas dans ton cas, parce que moi j'avais déjà les enjeux que j'évoquais avant, mais cela dit, pour toi, ça peut être extrêmement intéressant, et peut-être pour d'autres ici ce soir, c'est de se dire, j'ai observé ce mécanisme, bon, j'ai pu le mémoriser, et maintenant, malgré que justement, précisément, il y a une nouveauté, il y a un enjeu, des enjeux, eh bien, je vais jouer à rappeler cet état. Alors, pour moi, oui, c'est simplement, bon, là, je rappelle l'état de joie, je suis en train de me reconstruire dans mon cerveau en ce moment même, je rappelle l'état de joie qui m'a animé en prenant conscience petit à petit dans cette soirée des attitudes des uns et des autres, et de l'ambiance, si je puis dire. Alors, je raconterai volontiers une anecdote, mais elle sera dans le prochain livre. C'était comment j'ai découvert le stade 4 de veille, comment j'étais avec une demi-douzaine de personnes dans une ambiance d'orage dans le ciel. Ça devenait orageux avec les gens. Oh, et arrive un individu piquant qui s'amusait à piquer chacun et chacune. Et là, soit on court en s'évadant, soit eh bien, la présence s'installe. Et donc, l'idée elle est là aussi, c'est qu'on peut avoir une sorte de retour, il n'y a peut-être pas d'installation, mais au moins de retour de mémoire, c'est-à-dire quelle émotion était en moi, comment elle a pu s'installer graduellement, et maintenant que
je l'ai bien senti, bien ressenti, pardon, eh bien, je la reprends, mais je la reprends parce que j'ai pu, d'une certaine manière, la stopper, donc, auto-observer, la mémoriser, il y a ça qui se dit, et je réitère la même émotion que j'ai retrouvée dans mon schéma d'émotion. Donc, est-ce que, Serge, tu as commencé à expérimenter, est-ce que tu peux revenir à ton émotion de joie initiale en nous expliquant ton parcours, puisqu'il y a eu justement un faisceau transversal. L'émotion de joie initiale, l'émotion que j'ai commencé à ressentir lorsque Stéphane a pris la parole en premier, et j'ai pu apporter quelques ajouts, quelques compléments, et ensuite donc là je me sentais très très bien, j'étais vraiment joyeux, je pensais plus du tout à la caméra, j'étais juste là avec Stéphane dans la joie, avec Danfield, dans ses paroles, on échangeait. Ensuite, est allé vers Laurent. Pareil, j'étais content d'entendre Laurent. Je réfléchissais en même temps. Qu'est-ce que je pourrais ajouter à ce qu'il vient de dire pour que ça lui apporte un complément, une compréhension. Ensuite, j'étais toujours là-dedans, toujours dans cette joie. Ensuite, c'est venu Carole. Pareil, j'étais dans le même contentement, avec la même réflexion interne, j'étais dans une réflexion en moi, et je me disais, qu'est-ce que je vais pouvoir lui apporter? En plus, j'ai cette joie de pouvoir apporter. C'était toujours dans la joie de pouvoir apporter. Et ensuite, avec M. Amaury. Et puis Danfield est venu, et il était là, il a commencé à parler. En jeu. Il a commencé à parler en jeu, il y a une bourrasque. Orage, orage au désespoir. Et là, la joie de la transmission était un peu retombée, complètement retombée. Et je me suis aperçu ensuite que pour que je revienne donc à cette première joie, la joie de la transmission, il a fallu oublier cette pression qui était parvenue des mots de Danfield. Et donc, au fur et à mesure, j'ai dû vraiment l'oublier, comme si l'émotion de stress, de peur, j'ai dû la comprimer, jusqu'à ce qu'elle ne soit plus du tout présente, ou vraiment plus du tout présente, pour revenir à ce que j'avais décidé, parce qu'il y a toujours une décision en nous, décision de stoppage d'une émotion, pour permettre la réapparition d'une autre. Et donc, voilà, c'est ce que je peux vous donner comme auto-observation, mémorisation et répétition et motivationnelle. Alors, qui sort du silence pour expérimenter? C'est pareil, qu'est-ce qui vous a traversé depuis le début? Qu'est-ce qui vous traverse encore maintenant? Moi, c'est la peur à chaque fois de démarrer. Alors, j'ai vu qu'au fil du temps, enfin, vous l'aurez observé probablement de façon évidente, mais j'avais tendance à être le premier à prendre la parole, et j'ai plus tendance à être le dernier ces temps-ci. C'est la peur de pas avoir... Comment je dis fait mes devoirs? J'arrive pas à trouver un équivalent. Travailler, pas avoir travaillé mes devoirs. Il y a c'est duty en anglais, c'est ce que l'on doit, mais pas avoir assez expérimenté. Ah okay, oui, donc, oui. Je vais revenir. Restons dans le chemin. Donc, pendant que tu parlais, je me suis rappelé le cheminement émotionnel. Donc, pendant que j'ai parlé, où en fait, l'attention s'est relâchée au moment où je parlais, puisque j'étais plus concentré sur l'expression verbale que sur la focalisation interne. Et avant ça, il y avait le stress de prendre la parole, donc ce stress émotionnel. Et à chaque session, juste avant de prendre la parole,
j'ai une mémoire très vive de 2 ou 3 sessions précédentes où on avait commencé le TD et on avait recommencé le TD parce qu'on était hors sujet. Donc là, c'était là, tu viens de me rappeler la session précédente avec le stop go. À l'instant là, j'ai capturé le. Donc là, je suis parti plus sur une émotion joyeuse. Oui, c'est ça. La joie, le il y a un crescendo, donc je suis passé d'une tension corporelle, émotionnelle, à un relâchement émotionnel. Donc la tension s'est relâchée. Et ce que j'évoquais à ce moment-là, au moment où j'étais en train de parler de ça, c'était la session de TD où on avait commencé à partager nos expériences. Et Danfield, tu nous avais dit qu'on était hors sujet. Et en fait, à chaque session, il y a un petit moment de tension émotionnelle ou une forme de peur d'être hors sujet. Voilà. Est-ce que je suis dans les clous? Pas complètement, mais par contre, ce qui m'interpelle, et je observe ma propre mécanique en parlant, c'est comment est-ce que, mais ça revient à ce qui s'est un peu dit avant aussi, comment est-ce que de plus en plus, justement, des émotions type peur de ne pas cadrer avec ce qu'on me demande, avec autrui, s'en va de moi. Mais il est vrai qu'on revient sur des schémas, moi je ne soit pas là ce soir, des schémas, parce qu'elle avait travaillé sur un texte, un article sur les mécanismes conceptuels. Et il est vrai que lorsque conceptuellement on se place au-dessus de nous-mêmes, mais très au-dessus, tellement au-dessus que nous-mêmes, c'est plus important. C'est l'humanité qui compte, c'est le passé, le futur. Et on s'aperçoit qu'on est là dans ce présent qui est une fuite du passé, une avance-fuite du futur. Et à ce moment-là, on peut arriver à un schéma conceptuel où il n'y a plus de place pour la peur, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que un petit jeu, entre guillemets, dans moi, va apparaître et se dire oh là là, il y aura une discussion tout à l'heure, j'ai peur de ne pas être dans les clous, ah là là, si je suis complètement hors sujet, c'est génial. Stop. Go. Plein l'émotion qui manifeste, je dirais, dans moi, il y a donc une émotion présentatrice, paraître, et dedans, il y a l'émotion être. Et donc, ce qui est très, très fort, c'est de se dire, à un moment ou à un autre, on se dit, parce que je suis là, je suis dans les clous. Je suis dans les clous parce que je veux tellement être connecté. C'est quand on est schizoïde, déconnecté, qu'on est à côté, qu'on parle de... chez le boulanger, j'en ai déjà vu tout à l'heure aussi, je vais chez le boulanger d'un côté, puis je lui dis, je vais chez l'autre boulanger de la rue d'habitude, mais comme il a fermé pour un mois, je viens chez vous, mais vous savez, qu'est-ce que ces pâtisseries sont bonnes, qu'est-ce que... On a envie de lui dire, bon, attends, t'es là-bas ou t'es ici? C'est la même idée intellectuelle, corporelle, émotionnelle. C'est-à-dire que lorsqu'on se dit, je suis au-delà de moi, conceptuellement, complètement ancré dans tout le programme, tout le projet, je sais que quelqu'un en moi va comprendre et je vais être complètement parfait sur le rail. Donc il n'y a plus cette peur, elle ne peut plus exister, il n'y a plus de place. Voilà, mais bon, je ne sais pas si ce que je dis à Amaury te parle. Si. Pendant que tu parlais, en fait, il y a eu un ajustement, j'ai auto-observé un ajustement de l'émotion, de la peur vers le... Je ne sais pas comment la qualifier. Plus une notion de responsabilité, c'est-à-dire que c'est pas en fait ça, c'est un raffinement de mon émotion qui est plus, c'est pas la peur, c'est j'allais dire la peur de décevoir, c'est-à-dire de ne pas être, j'ai une forme de responsabilité avec la chance de pouvoir passer du temps avec vous et donc de ne pas prendre cette chance
et de l'exploiter à son maximum pour ensuite ne pas délivrer à, par exemple, les auditeurs, une qualité d'information qui permet aux gens d'accrocher. Donc c'est plus c'est ce qui s'est passé en moi au moment où tu as expliqué ça. Alors, je me tourne un peu aussi vers Carole et Laurent. Oui, alors je pense que ce qui est intéressant, c'est peut-être en France, on est souvent jugé pour peut-être pas s'exprimer dans les formes. Même avec l'administration, on voit comment en France tout est extrêmement réglementé de façon un peu pas vraiment flexible, et on demande toujours que on s'exprime d'une certaine façon pour que la demande qu'on est en train de faire soit reconnue, parce que on a été dans les formes. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est peut-être pire en France qu'ailleurs, parce que le respect des formes, c'est quelque chose que je dirais est uniquement français. C'est peut-être pour ça que la haute couture a un grand succès en France. Les formes d'abord. Mais cela dit, donc, Laurent, aurais-tu envie d'expérimenter tout de suite le principe, donc, auto-observer un processus, le mémoriser, puis le répéter, mais non pas un processus comme on l'a déjà testé, corporel, ou un processus aussi déjà testé, conceptuel ou intellectuel, mais un processus émotivationnel. Motivationnel. Oui. Ah, vas-y, teste tout de suite, comme nous avons pu tester déjà à 3 pour l'instant. D'accord, alors je poursuis ma pensée. Chacun de nous a besoin d'une zone de confort. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que ce ne serait pas mieux de trouver une façon de sortir de sa zone de confort, lâcher prise? Est-ce que ça, c'est pas une meilleure chose que de toujours chercher le réconfort? Parce que, est-ce que nous, en tant qu'humains, est-ce qu'on cherche plus à se réconforter, à chercher peut-être quelque chose de familier, et on a peur de qu'est-ce que c'est l'inconnu, qu'est-ce que c'est le chemin qu'on n'a pas encore osé prendre. Et effectivement, il y a aussi la peur de se sentir ridicule dans une situation qui est étrange, et aussi faire face à une épreuve laquelle on n'est pas sûr de pouvoir assurer. Alors là c'était bien parce que, Laurent, tu as pu remarquer ces 2 moments de stoppage que t'offrait Serge. C'était un moyen, par 2 fois, donc d'auto-observer les émotions te traversant et justement peut-être les reprendre, puisque c'est l'objectif de pouvoir se dire je mémorise et je répète. Et ce qui est interpellant aussi, c'est que lorsqu'on est je t'explique un petit peu comment ça fonctionne dans ma machinerie avec beaucoup d'expérience pendant beaucoup d'années. C'est que de plus en plus, je ne suis plus arrivé à l'automatisme justement du confort. Donc ça, c'est par exemple le confort, je reste le temps, oh là là, c'est de me dire plutôt comment être au service de l'ensemble du fonctionnement, de l'univers, parlons avec un gros mot. Et donc à partir de là, bien, si j'ai des signes, des gens qui apparaissent dans ma vie, qui me disent « Ah, pourrais-tu aller là-bas ?» Et bon, je ne vais pas dire non, je vais dire oui. Ces gens qui arrivent sont en harmonie avec moi, c'est comme des piles de voltage, ça correspond à mon énergie du moment. Et donc, je vais ici, je vais là, je vais là-bas.
Et ce qui devient très intéressant, c'est que dans cette mobilité-là, je suis plus, pardon, je suis même pas du tout dans ma zone de confort, mais par contre, comme j'y vais en tant qu'expérimentateur, je ne subis pas ce qui me tombe dessus. Je l'expérimente. Et donc, je peux aussi bien l'arrêter rapidement, parce que je sais que je suis dans l'expérimentation. Alors que, évidemment, si jamais on tombe dessus sans avoir décidé, là, au secours, bien sûr. Donc, est-ce que là, tu as pu, à partir donc, de ce que tu disais, capturer, pourrais-tu nommer un type d'émotion qui t'a traversé pendant quelques instants quand tu parlais, et comment tu as pu la mémoriser, et puis si elle s'en allait pour telle ou telle raison, la réitérer. Oui, alors l'émotion, ça serait chercher les mots évidemment, et aussi, je pense, en racontant ce que j'ai raconté, j'ai pu peut-être commencer à trouver des réponses à mes questions. Donc, je prendrais une émotion secondaire de satisfaction, finalement. Ouais, voilà, c'est satisfaction, reconfort peut-être aussi. Réconfort, oui. Ça, c'est un mot que tu as employé tout à l'heure quand je t'ai stoppé. Et ensuite, le deuxième stoppage, c'était sur la peur. Quand tu l'as prononcé, je t'ai stoppé là-dessus parce que tout au long de ton discours, il y avait cette peur. Et en même temps, il y avait cette recherche d'atténuer cette peur, donc le réconfort. C'est tout un mélange. Donc, je t'ai stoppé à des moments très particuliers de ton discours. Alors, qui d'autre se lancerait dans l'expérience? Alors moi, je veux bien, par rapport à ce que Amaury exprimait tout à l'heure, je suis replongée aussi, ou je me suis replongée dans les émotions que j'avais vécues lors de cette séance où effectivement on était hors sujet. et Go! Et en fait, pardon, oui, enfin, en l'occurrence, j'ai eu des émotions inversées par rapport à celles qu'Amaury nous présentait. Moi, j'étais plutôt dans la joie, le plaisir de l'écouter parler de ses expériences. Et quand il a abordé le sujet de cette séance, parce que je crois que c'était moi qui étais à l'origine de ce petit comment dire retour, qui ait provoqué cette décision de Danfield, et j'ai ressenti à nouveau une forme de gêne, alors en termes d'émotion, donc là c'est plus un sentiment de gêne. Et je ne peux pas dire que c'était de la peur, hein, mais voilà, c'était vraiment de la gêne. Et j'ai vraiment ressenti à nouveau, j'ai eu l'impression d'être à nouveau plongée dans dans ce contexte. C'était assez fort. Et quand Serge a provoqué le stoppage, je me suis rendu compte que j'étais en pleine joie finalement d'avoir observé tout ce que je traversais, et j'avais plaisir aussi à partager cela avec vous. Toujours le même principe, hein, il y a la mémorisation d'une émotion et la capacité à la réitérer. Stéphane, une petite expérience ou pas? Bien, très récemment, j'ai écouté 2 chansons que j'apprécie particulièrement, et ça me permet instantanément de me mettre en connexion avec une émotion soit de joie, soit de nostalgie intense. Et donc c'est dans
c'est dans la répétition de la chanson elle-même que j'ai une définition, une perception nuancée de cette émotion. C'est-à-dire, c'est comme un rappel. Et ça peut fonctionner à l'envers. Stop! No. Ouais. Et ça peut fonctionner à l'envers dans le sens où mon cerveau ou ma biopsychomachine, le matin, peut avoir une... Stop! Go! peut manifester une chanson qui, en fait, manifeste cette émotion. Donc, je ne sais pas si c'est la chanson qui manifeste l'émotion ou si c'est l'émotion Stop! qui Go! amène la chanson. Ouais, donc, il y a un mélange entre la forme, j'entends la mélodie, et le sentiment ressenti. Et, bon, voilà. Est-ce qu'il y a besoin d'un support? L'émotion, c'est ça ma question. Alors là, sur une autre question maintenant, c'est donc auto-observation Dans le moment. Après mémorisation, puis après répétition. Est-ce que là, par exemple, tu pourrais tout de suite maintenant te dire, pour les quelques semaines qui vont venir devant nous, je vais pouvoir facilement, moi, Stéphane, me dire quand j'ai ce genre d'émotion, je l'auto-observe, je le mets en mémoire, et quand il y a un moment où ça va vraiment mal, je répète le mécanisme, et j'ai à nouveau le bien-être. Ça peut être ça peut être aussi des stoppages, parce qu'il y a des décisions de stoppage dans ta journée. Tu vas décider que dans ta journée, je sais pas, de midi à 13h, ce moment-là, tu vas stopper quelques émotions qui vont te traverser pour les mémoriser et les répéter. C'est l'objectif. C'est le travail du soir. J'entends ce que vous dites, mais piano. Par rapport à ma première pratique, c'est d'être en connexion avec le niveau émotionnel. Donc c'est déjà bien ça. Et donc comment expliquer ça? Déjà, il y a cette plongée dans l'émotionnel. En restant en degré, tout en restant moi-même et en n'étant pas emporté. Mais après, il y a le mode, en tout cas l'émotion ressentie qui peut être justement nuancée et indexée. C'est-à-dire, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer au travers de la mémorisation des chansons connectées avec une émotion, c'est que la musique permet une perception fine d'émotions qui sont pas du tout les mêmes. Donc il y a à la fois une profondeur qui est liée aussi à la douleur ou la joie, qui est plus ou moins accessible et impliquante dans l'être, mais il y a aussi la gamme de perceptions qui sont qui quand on explore cette dimension, on s'aperçoit que c'est très vaste. C'est pas forcément évident de labelliser des émotions de légèreté joyeuse, de tristesse mélancolique ou de tristesse existentielle. Tu répètes de légèreté joyeuse. Voilà. Redis-le. De légèreté joyeuse. Voilà, très bien. Ou d'implication, voilà, d'implication existentielle. Très bien. Quand je dis ça, par exemple, je ressens. Ah ben voilà, là tu captures, tu mémorises et tu répètes. C'est ça. Mais c'est mon travail d'être humain. Très bien. Alors, en même temps, c'est intéressant parce que là, on était un peu en avance parce qu'on va le travailler dans quelques mois, mais l'idée, elle est complètement là, c'est de pouvoir à certains moments exprimer une émotion à travers une manifestation corporelle et en même temps une réflexion. Donc, c'était vraiment les trois étages qui s'activaient et ça, j'ai eu raison de te demander de répéter corporellement avec le même ton, la même voix, la même... Ah oui, parce que là, ça permettait de retrouver exactement la même. Oui, retrouver la même. Et comme ça. Très bien. Amaury, peut-être, ou pas?
J'arrive en fin de batterie. Vous connaissez ce moment à peu près à cette heure-ci où je suis complètement... On a un mouvement en 3 étapes. Ah, il y a eu un stoppage, mais un stoppage Interne. complet. Il y a eu un bug presque. Ah oui, là, tu quittes l'état de veille pour l'état de sommeil. J'ai des stoppages comme ça. Je ne sais pas si c'est contrôlé ou pas contrôlé, mais presque... j'ai le sentiment d'avoir un côté autiste des fois où j'ai un stoppage. La machine se met en veille pour recharger avant de reprendre une conversation. Donc j'ai atteint ce stade. Me too. À mon avis, c'est nous tous comme ça. Il y a des moments, d'ailleurs, moi je t'interromps, garde en mémoire ce que tu veux dire, mais j'ai observé, j'avais vu ça dans un livre il y a longtemps, je me suis dit, l'auteur est un peu bizarre, je vais vérifier. J'ai vérifié sur moi-même, et après j'ai vérifié sur d'autres gens. Je t'aperçois qu'il y a des moments, alors, ça peut être variable selon les activités, mais dans une journée, par exemple, tu vas te rendre compte que quelqu'un à 15h ou à 17h ou à 19h ou à telle ou telle heure, ou environ, a soudainement une baisse d'énergie, mais colossale. Plus d'énergie pour bouger, pour regarder, et même pour réfléchir, et même pour s'émouvoir. Pour vouloir motiver, c'est zéro. C'est comme si la machine était à plat, en train de recharger ses batteries. Plus de sucre, voilà. Bon. Ou c'est le glucose qui n'arrive pas à pénétrer dans le cerveau. Bref, dans tous les cas, il y a un souci, et puis après, la machinerie reprend, et puis elle reprend même parfois bien, au point que tu te dises, mais que quelqu'un-là aurait pu prendre sa sieste pendant 10 minutes ou une demi-heure, c'était chaos de chaos, puis après, tu te dis, mais non, question qu'au contraire, s'il avait dormi au moins 3 heures, là, c'est plein d'énergie, de précision, motivation, précision, réflexion, cogitation, précision, action. Ah bon. Donc, voilà, j'étais interrompu. Alors, je me suis stoppé pendant que tu parlais et j'ai attrapé une émotion c'est du faux anglais, j'allais dire d'excitement, d'excitement, de joie. Mais de joie et de pré-joie. Et alors, j'ai capté un moment où je sais que je vais aller, je vais descendre dîner avec ma femme. Et il y a l'anticipation de retrouvailles après quelques heures à distance. Voilà, donc j'ai capté ça. Je rejoue. Et je rejoue beaucoup j'essaie de rejouer les émotions positives pour contrecarrer l'ambiance travail. Alors, je me permets, excuse-moi, mais c'est pour l'intérêt général, de te rectifier sur le terme émotion positive ou négative, comme j'en avais parlé une fois sur notre chaîne YouTube, mais c'est vraiment important. Par exemple, on me dit, je sais pas, le dégoût, c'est négatif, la peur, c'est une émotion négative, etc. C'est faux. Parce que si tu as une peur devant un serpent, ça te sauve la vie. Donc, c'est une émotion à ce moment-là très positive. Je dirais plutôt émotion perturbatrice ou émotion constructrice. Voilà. Mais ce que tu dis est vraiment intéressant parce que tu vas pouvoir retrouver Lorraine et puis être avec elle et puis même lui raconter comment tu vas expérimenter. Puis elle aussi peut s'amuser à se dire, passons quelques semaines à travailler sur cette capacité qu'on a finalement, qui paraît assez bizarre à première écoute, à pouvoir mémoriser une émotion et quand elle est en train de partir, se dire maintenant je la récupère, je la rappelle, je la réitère. Ça, on se dit sur un acte, une action, ça paraît facile relativement. Une voix aussi, un regard, mais quand on passe à la réflexion, c'est pareil. On se dit pouvoir retrouver la même idée, les mêmes mots, c'est à peu près facile. Mais là, les émotions, non, ça n'arrivera jamais. Et finalement, on s'aperçoit qu'au bout d'un certain entraînement, ça devient accessible. En entrée comme en sortie. Donc émotion comme motivation. Pour émouvoir autrui. Alors, est-ce qu'on passe par juste un tout petit résumé à travers les neurofonctions émotivationnelles? Alors, neurofonction 15, donc on est sur tout ce qui est tension et relaxation émotionnelle, motivationnelle.
est-ce qu'on peut se dire qu'il y aurait quelque chose, quelques idées, quelques phrases à redire pour exprimer que ce serait simple ou pas simple? Donc on peut se dire, est-ce que là, je pourrais, dans les semaines qui viennent, pouvoir auto-observer, mémoriser et répéter une tension émotionnelle. Ah là là, on a parlé de stress, d'ailleurs le thème a été inclus tout à l'heure, bah, c'est ça, parfois on est bloqué, on est bon. Ça vous paraît simple, si vous avez un doute, une inquiétude, parlez-en tout de suite évidemment. Et sinon, alors là, nos fonctions 16, l'espace, alors très souvent on est quelque part. Quand je parlais du boulanger, c'est pareil, on est dans un espace de neuroconnectique, par exemple, et on va parler de philosophie, de religion, que sais-je encore, ou de simplement, on est en neuroconnectique, puis on va parler de génétique, on va parler d'électronique ou de physique, non, on est en neuroconnectique. Et comme il y avait eu tel ou tel, à un moment donné, qui nous parlait de la méthode Durand, la méthode Dupont, je ne sais quoi. Je disais non, là on n'est pas sur des méthodes, on est sur une discipline, la neuroconnectique. Et ce qui est très difficile, c'est ça, c'est d'arriver à situer, on en a parlé encore tout à l'heure, mais situer l'espace émotivationnel, parce qu'évidemment c'est blessant. Vous êtes en train de travailler les uns les autres sur un projet donné à un moment donné, et puis quelqu'un vous oriente vers tout autre. C'est comme si on balayait tout votre travail brutalement. C'est émouvant, mais dans le sens de choquant, blessant. Mais par contre, il y a aussi la possibilité, on en parlait un petit peu avant, par les neurones de lieu, de se dire, dans tel lieu, c'est tel type d'émotion. Et c'est donc tel type de réflexion. On réunit les trois. On va y revenir dans quelques mois, mais c'est intéressant déjà de se dire, sur le positionnement d'un espace donné, émotionnel cette fois. Bien, je suis avec tel type de gens, on a telle relation, telle tendresse, telle affection, par exemple. Là, on met tout en place pour que cette tendresse, cet espace émotionnel reste là. Pareil, est-ce que ça vous paraît là aussi simple, sans problème, que pouvoir vous dire, je vais pouvoir, à tel ou tel moment dans les semaines qui viennent, oui, Carole avait annoncé qu'elle devait nous quitter, donc c'est le moment, et bien, bonne soirée à Carole. Donc je disais, oui, pouvoir nous dire, je vais donc auto-observer, mémoriser et réitérer ce type d'émotion particulière, donc une capacité à nous émouvoir de la relation, c'est-à-dire de l'espace émotionnel avec un ou avec plusieurs individus. Après, on est sur la neurofonction 17. Là, c'est plus sur du visuel entre guillemets, mais émotionnel. C'est-à-dire, on a une émotion qui nous rattache à des images peut-être plus réelles du tout, même plus non plus des images bien précises dans notre mémoire, au sens conceptuel, ni corporel, ni conceptuel, mais des images, entre guillemets, émotionnelles, c'est-à-dire qu'on a gardé le goût d'une ambiance presque visuelle. Les images sonores, ça peut être pareil, on y reviendra un petit peu après, bien sûr, en fonction 21, mais où on le dit tout de suite, d'ailleurs, c'est pareil, c'est le même registre, et pouvoir nous dire, eh bien là, dans ce type d'image, donc visuelle ou auditive, pouvoir nous dire, voilà, là, pareil, je vais être capable d'auto-observer, de mémoriser, et à un moment ou à un autre, quand ça m'arrange, de répéter cette ambiance imagée qui peut, justement, ça a été dit un petit peu tout à l'heure, me sauver d'un problème. Quelqu'un qui vient chez moi, là, je ne sais pas trop, et c'est parce que je vais avoir l'image de « Ah, youpi, ça va bien se passer » que je vois mon chez-moi tout calme, par exemple. C'est cette image qui va me porter, même, je me souviens un petit peu tout à l'heure, qui va peut-être me donner l'intuition, de se réveiller au bon moment. Là, tout va bien. Donc, je passe neurofonction 18 et 19, on va travailler ensemble dans la foulée. Donc, on est sur cette notion de postures émotionnelles et motivationnelles
de mouvements et motivationnels, on va s'apercevoir que, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure aussi, quand on est prisonnier d'une émotion fixe qui est là, qui est redondante, oulala, et pouvoir se dire, eh bien, je vais l'auto-observer, mais pas seulement l'auto-observer, mais la mémoriser. Même si c'est agaçant, tout le temps, et la répéter. Mais à partir du moment, vous l'avez compris, c'est un processus extrêmement intéressant, où nous répétons un mécanisme de ce type, on s'en distancie. C'est un peu comme le jeu intellectuel qui a été plusieurs fois expliqué, c'est-à-dire qu'on prend une distance parce qu'on répète. Mais parce qu'on répète, donc soudainement, ce qui était... Nous étions dedans, je l'ai dit tout à l'heure sans le dire, mais c'est important, j'évoquais que je pouvais prendre conscience qu'il y avait une émotion dans le paraître, une émotion dans l'être. C'est pareil, si on prend conscience qu'on peut répéter, c'est donc qu'on est dans un théâtre, une théâtralisation. Si on répète un processus émotionnel, même qui nous est dérangé profondément, on le répète, et bien, ça y est, déjà, on n'est plus dedans, on n'est plus identifié. Travail de thèse de Serge, c'est tout à fait passionnant. Se dire, je ne vais plus être dans moi identifié à mon émotion, mais c'est moi qui prends conscience, pour la répéter, une émotion qui me traverse. C'est-à-dire que mon émotion, c'est une émotion qui me traverse. Voilà, une énorme distance, je ne suis plus identifié à cela. À partir du moment où je commence à m'en désidentifier, je peux donc me dire, eh bien, que ce soit un tel ou tel mouvement émotionnel, et surtout quand je me rends compte, alors je parlais d'une fixation, donc des postures émotionnelles, mais les mouvements émotionnels entre deux types d'émotions, on s'aperçoit aussi qu'il y a souvent, ça a été dit d'ailleurs tout à l'heure, mais c'est assez intéressant, des cascades d'émotions qui se suivent dans un ordre précis. Je crois que c'est pas ce qu'on parlait, c'est-à-dire on a telle émotion, puis telle autre, puis telle autre, puis telle autre, et quand on en prend conscience, on se dit, waouh, à chaque fois, si ça s'enclenche en neuroprogrammation, si s'enclenche telle émotion, et que telle autre arrive derrière, ça y est, je sais que les 2, 3e, 4e et 5e vont venir. Dès l'instant où l'on répète le processus, on s'en désidentifie, donc on avance énormément, évidemment. Alors, à moins que vous me disiez quoi, non, pas de problème, tout va bien, eh bien, on aborde évidemment ce qu'on n'a pas encore abordé, la dernière, en fonction 20, donc, le rôle, j'y étais déjà pour montrer à quel point on peut percevoir comment, on parlait un petit peu justement de l'écran qui nous filme, c'est pas seulement nous discutons entre amis et entre amis plus lointains dans l'espace, mais tout en étant proches dans l'espace motivationnel, mais aussi devant des gens que nous ne connaissons pas, peut-être des amis qui n'apparaissent pas là, mais peut-être aussi des gens hostiles, des ennemis, ou des gens indifférents. On écoute du oh, c'est pas mal. Donc il faut avoir la capacité à garder le rôle émotionnel. Et ce qui est interpellant, c'est comment, en effet, dans la vie courante, professionnelle notamment, à Maurice, que je me disais, on peut arriver vers quelque part porté par un rôle, donc une reprogrammation. On est là, pris par, c'est pour ça que j'évoquais les neurones de grille, c'est-à-dire qu'il y a une orientation qui va décider des neurones de lieu. C'est assez impressionnant. À ce moment-là, on se dit finalement, je suis déjà orienté, c'est tragique, vers aller ici ou là, au niveau du lieu, entre guillemets, lieu émotionnel, motivationnel. Et bien non, on va pouvoir se dire, j'auto-observe ce processus, ce rôle motivationnel, j'auto-observe et donc après, je mémorise, et donc encore après, je peux répéter. Dès que je répète, pareil, j'ai pris une distance, je me désidentifie, et donc là, bien, j'ai capacité à être de plus en plus dans cette liberté par rapport au rôle qui se joue en moi et que peu à peu je joue et que je peux déjouer. Voilà, d'ailleurs, parenthèse, alors je vais un peu tout résumer pour nous tous ici ce soir et pour nos auditeurs et spectateurs. Et alors, petite blague, donc là, il y a un Danfield qui s'est déguisé en Père Noël avec évidemment un habit qui est comme du temps de Napoléon Ier, donc c'est pas le maréchal Ney, c'est pas le prince Murat, mais un peu, voilà, j'ai gardé sur l'épaule le vêtement qu'il fallait. Voilà.
Bon. Merci. Bon, eh bien alors, si vous avez... Donc, je lâche pour nos auditeurs la partie enregistrée